Merci d'être aussi nombreux, mais c'est magnifique. Bonjour Isabelle Rome. Bonjour Dominique Verdeillan. Bonjour. Alors, nous sommes là pour débattre de la justice. Le titre général, c'est la justice peut-elle évoluer? Je ne sais plus, à vrai dire. C'est autour de la justice, en tout cas. Alors, d'abord, je vais vous présenter, certaines et certains connaissent déjà ce livre, Liberté, Égalité, Survie, très beau livre d'Isabelle Rome, publié dans la collection Puissance des femmes, et le livre de Dominique Verdeillan, également très émouvant, puisque ce n'est pas seulement le livre d'un grand chroniqueur judiciaire, France 2 bien sûr, et France Télévisions Info, tout le monde connaît Dominique, mais c'est un livre également qui est plein d'humanité, plein d'émotions. On y reviendra également. Cette justice a-t-elle besoin d'évoluer? On peut se poser la question. Personnellement, je le pense. Et en quel sens? Alors, qui veut prendre la parole déjà? Isabelle, peut-être? Bon. Alors, merci Philippe. Je pense que la justice peut évoluer et elle a déjà évolué. On ne va pas faire un cours d'histoire, mais en quoi est-ce que la justice, moi ce qui m'intéresse, c'est peut-être de dire en quoi est-ce qu'elle peut encore évoluer. Hein, voilà. Et on voit bien que malheureusement la justice n'est pas tellement les juges, l'institution judiciaire, parce que la justice c'est le nom d'une vertu, donc nous n'avons pas la prétention de la représenter, nous la rendons, j'allais dire modestement, au nom du peuple français, mais l'institution judiciaire, bien sûr, peut encore évoluer, et malheureusement, nous voyons bien que l'institution judiciaire connaît une sorte de divorce avec la société. Et je pense que c'est ce qui doit vraiment nous interpeller, nous les juges, tout en restant dans notre indépendance, parce que c'est aussi important de maintenir ce principe d'indépendance, parce que c'est la garantie de l'état de droit. Néanmoins, il faut être honnête, il faut être lucide. Même si nous sommes indépendants, nous vivons avec notre temps. Et les pressions qui peuvent exister au sein de la société, bien nous les vivons aussi. Nous sommes des humains, nous sommes des citoyens qui vivons avec leur époque. Donc forcément, nous ne sommes pas complètement aussi indépendants qu'on voudrait bien. Mais je pense que essayer de se rapprocher de nos concitoyens, pour moi, ça a toujours été un objectif, et je pense que tout ce qui relève de la justice de proximité, pour moi, me paraît quand même très important. Donc, dans le même temps, dans notre société, une demande de judiciarisation de plus en plus grande. La justice ne peut pas tout absorber, donc c'est peut-être bien de vraiment revenir, j'allais dire, comme on dit parfois, au cœur de notre métier, et de faire en sorte qu'un certain nombre d'affaires, de conflits se règlent différemment, par de la médiation notamment, par des modes d'alternatives aux poursuites. Donc je pense que cela, c'est un mouvement qui est engagé, qui doit, à mon avis, se prolonger. La question que je voulais vous poser, Isabelle, je vais la poser à Dominique. Vous disiez, Isabelle, qu'il y avait un divorce, apparemment, un divorce entre la justice et la société. Dominique, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez qu'il y a un divorce entre la justice actuellement, je parle actuellement, et la société? Oui, on le sait par les sondages. Un Français sur deux n'est pas content de la justice, se méfie de la justice. À l'image de ce que vient de dire Isabelle, elle est rendue par des hommes et des femmes, donc elle est humaine, donc elle est faillible. Et le sous-titre de mon livre, c'est « Chronique d'une justice défaillante ». Donc, évidemment, elle s'améliore, elle tire les enseignements de ses échecs. J'évoque plusieurs affaires dans ce livre, évidemment Outreau, évidemment Grégory, évidemment Omar. On a essayé, pas toujours, d'en tirer, en tout cas, si ce n'est les conclusions, au moins les enseignements, et pour que ça soit bénéfique. Vous savez, j'ai fait 33 ans de chronique judiciaire. Donc pendant 33 ans, j'ai entendu les avocats dire avant le procès « j'ai confiance dans la justice de mon pays ».
Et une fois que le jugement ou le verdict tombe, c'est évidemment un cri quelquefois d'insulte, de haine, parce que la décision qui est rendue n'est évidemment pas celle que l'on attendait. Comme disait Simone Rosès, qui a été la première présidente de la Cour de cassation, de toute façon, la justice, elle fait toujours un heureux et un malheureux, parce qu'elle tranche, et donc il y a forcément... Et donc il y a ce divorce-là. Il y a ce divorce-là parce qu'on le sait, la justice, elle est longue, elle est compliquée, elle est onéreuse, et aujourd'hui, à l'image, encore une fois, de ce que disait Isabelle, on lui demande de plus en plus, cette fameuse judiciarisation, alors que dans le même temps, alors que les contentieux sont sans cesse en augmentation, le nombre de magistrats n'augmente pas au regard de ce qu'il faudrait. Il y a même eu une époque relativement récente, environ une dizaine d'années, où j'avais fait un reportage à l'École nationale de la magistrature, et on avait du mal à, embaucher, à appâter des futurs magistrats, des auditeurs de justice, qui effectivement préféraient aller éventuellement vers la carrière d'avocat que la carrière des magistrats. Donc aujourd'hui, on manque de magistrats. Et moi, ce qui me désole, si vous voulez, aujourd'hui un petit peu, c'est qu'il a fallu attendre l'automne 2021 pour qu'on se dise la justice est malade et il faut faire des états généraux. Isabelle a évoqué le problème, la proximité, parce que c'est vrai que dans les années 90, nombreux sont les tribunaux d'arrondissement, je ne sais pas si je parle bien, d'arrondissement qui ont fermé, qui ont été regroupés, donc au détriment, bien sûr, des justiciables. Je crois qu'il y a, vous allez m'éclairer tous les deux, mais je crois qu'on revient justement à une justice un peu de proximité, notamment par la médiation, etc. Qu'en est-il précisément aujourd'hui? Parce que ça aussi, c'est un problème. Tout le monde n'a pas les moyens de prendre le train, de se rendre d'Abbeville à Amiens pour être jugé, qu'on soit victime ou qu'on soit prévenu, hein, si on est en liberté. C'est un problème. Où en est-on aujourd'hui de cette proximité? En fait, c'est la question même de l'accès au droit, j'allais dire. Voilà, l'accès au droit. Et c'est vrai qu'il y avait eu tout ce développement de ce qu'on appelait parce qu'il y en a encore, mais il y avait eu une restriction des maisons de justice et du droit. D'ailleurs, il y en a une à Creil qui est très efficace, d'après mes souvenirs, parce que justement, c'est le premier lieu qui permet dans lequel justement les citoyens peuvent avoir une information, une orientation, et ça c'est important. Et puis ensuite, eh bien, il peut y avoir une permanence d'associations spécialisées, permanence d'avocats. Donc ça, c'est vraiment important, cette notion d'accès au droit. Et là, donc avec le développement de la justice de proximité, il y a eu un recrutement donc, de délégués du procureur, 500 délégués du procureur, justement pour développer ces alternatives aux poursuites, puisque là, aujourd'hui, donc, je suis la haute fonctionnaire chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes du ministère de la Justice, et donc en charge de coordonner le plan de lutte contre les violences faites aux femmes au sein du ministère de la Justice. Et dans ce domaine-là, je vais vous donner 2 exemples. C'est un travail d'introspection, c'est-à-dire que en 2019, donc la garde des Sceaux, en ce qui concerne les féminicides, les homicides conjugaux, elle a demandé à l'inspection générale d'ouvrir tous les dossiers de meurtres qui avaient été commis en 2015-2016 et définitivement jugés pour regarder ce qui s'était passé en amont. Voilà. Et sans chercher à jeter l'opprobre sur des collègues, non, mais plutôt à regarder ce qui avait pu se passer, s'il y avait pu y avoir des dysfonctionnements chez nous ou même en amont, niveau policier, niveau médical, etc. De l'instruction peut-être aussi. Voilà, donc ça c'est vraiment... Et donc ce travail a été fait, il a donné lieu à 24 recommandations qui sont en train d'être mises en œuvre. Donc ça, je pense que c'est très important qu'on fasse ce travail d'introspection. Et puis deuxième axe de progression, c'est aussi d'intégrer à nos politiques un mode d'évaluation.
Voilà. Et que quand on met en place un nouveau dispositif, il faudrait mettre systématiquement en place un dispositif qui l'évalue. Alors ça paraît peut-être un peu techno de dire ça, mais je pense que c'est important. C'est-à-dire qu'au lieu tout de suite construire des usines à gaz, etc., dont on ne sait pas trop ce qu'elles vont devenir, on bâtit. Et là, par exemple, je pilote notamment une expérimentation sur des conjoints violents, voilà, en les obligeant de résider à un endroit déterminé, en leur demandant de suivre des soins, etc. Eh bien, vous voyez, une méthode particulière, expérimentation et accompagnement avec une recherche-action, avec des sociologues, avec des juristes. Voilà. Et il faut savoir aussi qu'ils baignent, si vous me permettez l'expression, quotidiennement, qu'ils soient pénaliste, civiliste, mais c'est pareil pour la justice commerciale, à la limite pour la justice prud'homale, pour la justice sociale. Ils baignent dans le noir, dans le sombre, dans le glauque même quelquefois. Mon précédent livre s'appelait Les magistrats, enfin ça s'appelle toujours Les magistrats sur le divan, parce que moi il y a un certain nombre d'affaires qui m'ont impacté. Je ne suis pas sorti indemne de certains procès. Et je me suis dit, mais comment ces magistrats, eux, gèrent au quotidien cette noirceur ? Alors j'ai fait mon petit mail que j'ai envoyé à un certain nombre de magistrats en me disant ils vont jamais me répondre parce qu'ils vont me dire mais monsieur Verdillon vous êtes bien gentil, on va jamais vous raconter nos faiblesses, et pas du tout. Et j'ai senti de leur part une volonté de se libérer, de dire quelque chose qu'ils n'avaient pas dit, parce que mettre quelqu'un en détention, mettre quelqu'un en examen, retirer un enfant de ses parents pour le placer dans un foyer social, mettre quelqu'un en détention, Isabelle a été juge d'application des peines, le remettre en liberté, c'est une responsabilité énorme, énorme. Et donc, il faut bien comprendre que là-dessus, heureusement, l'institution judiciaire a fait d'énormes progrès. Heureusement, si on peut dire, Outreau, Grégory a un peu servi quand même à tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez quand même un enseignement à l'École nationale de la magistrature à Bordeaux qui n'est plus simplement théorique sur le droit, mais qui est aussi sur la psychologie, où il y a des examens de jeu de rôle pour voir si effectivement tel individu est capable de se retrouver. Il faut savoir qu'un auditeur de justice, quand il sort de l'École nationale de la magistrature, il est nommé à des postes les plus importants de la magistrature. Il est juge des enfants, il est juge d'instruction, il est peut-être même juge d'application des peines, et donc il prend des responsabilités énormes alors qu'il a à peine 30 ans. Alors aujourd'hui, effectivement, on essaye de faire que on se retrouve plus, pardon, mais avec des juges Lambert ou des juges Burgot. J'allais en parler du juge Lambert que j'ai bien connu, et paix à son âme, et qui s'est retrouvé propulsé sur une affaire qui, bon, sans heurter sa mémoire, mais il était dépassé. Enfin, l'affaire était énorme. Enfin, il n'était pas à la hauteur. Voilà, exactement. Et donc, justement, juste une question, Dominique. Vous parliez des affaires qui vous ont impacté. Vous en citez quelques-unes dans ce livre. Quelle est celle qui vous a le plus impacté ? Grégory, Holm Grégory, parce que oui. Grégory, parce que j'avais dit sous forme de boutade, je ne prendrai pas ma retraite avant que l'affaire soit résolue. J'ai perdu, je me suis arrêté avant. Plus sérieusement, l'affaire Dutroux. L'affaire Dutroux, oui. J'ai fait partie de ces journalistes qui ont eu la chance, parce que sinon c'est une faute professionnelle, de visiter la cache de Dutroux à Marcinelle, dans la banlieue Charleroi, en Belgique, là où des gamines ont été séquestrées, maltraitées, incarcérées, violentées pendant plusieurs semaines. Moi, j'y suis resté quelques minutes et j'en suis sorti totalement dévasté. Il faut savoir que ce qu'on appelle le rôle, pour ne pas dire le programme des assises aujourd'hui, c'est plus de 60% d'affaires de viol et d'affaires d'inceste. Donc demain, peut-être, c'était votre cas il y a quelques semaines ou quelques mois, vous serez probablement face à un dossier qui va vous envahir. Il va vous envahir parce que d'abord, vous allez devoir prendre une décision, condamné, pas condamné, si vous condamnez à quelle peine, mais il va vous envahir parce que vous allez entendre des choses, vous allez voir des choses que, quelquefois, vous n'allez pas imaginer. Même question, Isabelle, même question, les affaires ou l'affaire qui vous a impacté le plus. Alors, il y en a une que je me permets de la citer, ce n'est pas une affaire, mais c'est un moment très fort de votre livre quand vous avez souhaité voir
le monstrueux Barbie. Et puis c'est un moment qui m'a aussi permis de, on parlait des limites tout à l'heure, qui m'a aussi questionné sur mes propres limites. Parce que donc j'étais jeune magistrate, hein, parce que Barbie est mort depuis longtemps, et j'étais donc juge d'application des peines à Lyon, donc dans les prisons de Lyon. Et en fait, je ne savais pas que j'allais voir Barbie. Et en fait, je faisais le tour de la prison, comme je le faisais assez souvent, donc avec un des cadres de la prison. Et il y avait ce qu'on appelait un quartier VIP, Very Important Persons. Voilà, donc il y avait des flics corrompus, des hommes politiques corrompus, et puis il y avait Barbie à l'époque qui venait, enfin qui avait été condamné peu de temps avant. Et puis il me dit, on arrive là, et puis il me dit, vous allez voir, c'est un monsieur très correct. Et donc il ouvre la porte de la cellule. Et là, je vois face à moi Barbie. Et donc, ce responsable pénitentiaire qui lui serre la main. Et moi, je me suis dit, c'est pas possible. Non, moi, je ne peux pas serrer la main à Barbie. Et donc, j'ai voulu quand même croiser son regard. Mais ça m'a vraiment bouleversée physiquement. C'est-à-dire qu'ensuite, je suis sortie de là. Et c'est vrai, d'ailleurs, je suis toujours émue quand j'en parle. J'avais envie de vomir. Le médecin de la prison me dit, Barbie est très malade. Il faudrait peut-être envisager une grâce médicale. Alors évidemment que ce n'est pas une petite juge d'application des peines de base qui allait prononcer une grâce médicale, disons, qui relève du président de la République, mais j'aurais été un maillon, j'allais dire, de transmission de la chaîne qui allait amener le dossier sur le bureau du président de la République. Et ce médecin me dit, la France s'honorerait à accorder une grâce à Barbie. Et là, moi j'avais 25 ans à l'époque, je me dis, mais qu'est-ce qu'il dit? Puis je le respectais beaucoup, c'était un médecin voilà, qui avait presque 60 ans. Pour moi, c'était un grand humaniste. Et moi, je me dis, mais moi, je ne peux pas faire ça. Et je me suis dit, mais je ne suis pas si... finalement, je ne suis pas si humaine que ça. Je ne suis pas aussi humaniste que je voudrais bien dire. Enfin, voilà, parce que je m'estimais quand même vraiment... oui, puis je m'estime toujours quand même très imprégnée des droits de l'homme, etc. Et je me suis rendu compte que moi, je ne pouvais pas. Et donc, du coup, le temps a passé. Et puis, je me suis dit, je vais attendre d'être relancée. Je ne fais rien. Et finalement, Barbie est morte de sa belle mort et je n'ai pas eu à statuer. Mais voilà, je donne cet exemple parce que vraiment, je me suis dit que voilà, il y a certaines décisions que je n'aurais pas pu prendre, même si finalement, je n'aurais été qu'un tout petit maillon. Le fait d'avoir pu être un maillon de la chaîne qui aurait permis la libération de Barbie m'était insupportable. Et c'est là que j'ai compris ce que voulait dire aussi la dépendance du juge, la conscience, etc. Merci à vous deux, merci Isabelle, merci Dominique Verdaillon.